Bonjour à toutes et tous, nous sommes en direct des Quais du Polar, nous sommes à Lyon et vous nous regardez peut-être sur Facebook Live ou sur Instagram. Et à vous qui nous regardez, n'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager cette interview. N'hésitez pas non plus à poser vos questions à Nana Rousseau qui est avec nous aujourd'hui. Nan, bonjour. Bonjour, bonjour Coralie. Donc nous accueillons pour ce live Nana Rousseau qui vient nous présenter son premier roman, son roman noir, À l'humour noir, Grizzly, paru en mai dernier aux éditions Buchet-Chastel. Donc côté synopsis, Dan tient un camp touristique en haute altitude avec son ami John et il propose à ses clients des treks et autres safaris photos. Un jour, un client inconscient tente de faire le portrait d'un grizzly et là, tout dérape. Dan se met en tête de devoir cacher le corps parce que c'est son premier instinct et lui et John appellent la police qui envoie 2 officiers sur place et là, s'ensuit une sorte de huis clos assez étonnant. Alors, la première question qui me vient, c'est l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est arrivé le premier dans votre roman? Est-ce que vous avez d'abord pensé aux Rocheuses, puisque l'histoire se passe dans les Rocheuses? Est-ce que vous avez déjà pensé au Grizzly en premier, à Dan, à John? Qui est venu le premier? Alors écoutez, c'est bien plus complexe que ça en fait. J'ai travaillé le pattern pendant 5 ans, le canevas, pendant 5 ans, parce que je voulais m'attaquer au huis clos. Et c'est un exercice pour un romancier qui est extrêmement difficile. Je ne l'avais jamais fait avant. Donc, j'ai eu plusieurs idées, vous savez, parce qu'en plus, c'est un roman qui est en hommage à tous mes auteurs favoris de la série noire. Donc, David Goodis, qui a déjà fait des huis clos, Westlake, Jim Thompson, des gens comme ça. Donc, généralement, ce sont des gangs qui s'enferment parce qu'ils sont en cavale poursuivis par la police. Donc je voulais pas faire ce schéma-là, ça m'intéressait pas, je voulais pas faire un film de voyous. Pour plein de raisons qui me concernent, donc je voulais faire un huis clos. Je me suis dit, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est pire que la police? Parce que quand même, malgré tout, avec la police, quand on est enfermé, on peut négocier. Avec la nature, on ne peut pas négocier. Avec une tempête de niveau 7 ou 8, on ne peut pas négocier. Donc je me suis dit, ça c'est le mieux. Déjà, je vais faire quelqu'un qui est enfermé à cause de la tempête, à cause de la nature, sauvage, déchaîné. Et là, il n'y a pas de négociation possible avec les éléments. Voilà, ça me permettait que les gens soient enfermés définitivement et n'aient pas de rapport avec l'extérieur. Que l'extérieur les empêche d'avoir un rapport avec lui. Donc ça, c'était ma base pour mon huis clos. Ensuite, mes personnages, vous savez, ça fait des années que je prépare un voyage sur les traces de Jack London. Donc, à partir d'Amérique et aller jusqu'au Klondike, à travers les Rocheuses, notamment. Et donc, j'ai un pote qui habite là-bas, et je suis en rapport avec lui depuis longtemps, et donc je connais ça presque par cœur, tellement je prépare. Et donc, je me suis dit, c'est pas mal, ça m'irait très bien, parce que là-haut, à 2500 mètres d'altitude, quand il y a une tempête, c'est la folie, quoi. Et donc je l'ai placé là-bas, voilà, par un côté pratique de ma connaissance du terrain, comme ça, théoriquement. Parce que pour moi, un romancier n'a pas vocation à voyager ou à aller voir sur les lieux, comme font les pseudo-romanciers aujourd'hui, les journalistes, qui vont passer 3 mois, mettons, dans une ville pourrie, pour faire qu'on leur commande un roman noir. Pour moi, ça, c'est du pseudo-roman. C'est du roman de journaliste. Ou on pourra appeler ça, je ne sais pas, reportage romancé. Hein. Donc non, pour moi, le roman vient des tripes de l'auteur. Donc je voulais faire un huis clos parce que certainement, alors les psychanalystes diront oui, mais il a fait des années de prison, donc le huis clos, il a envie d'y revenir pour se guérir et tout ça. Quelque part, pourquoi pas? Moi, je ne l'ai pas fait dans cette intention-là. Donc voilà le départ de la base de mon pattern. Ensuite, il a fallu que j'invente mes personnages, bien sûr. Que j'invente l'histoire, pourquoi ils vont être enfermés, qu'est-ce qui va se passer, quel va être l'enjeu à l'intérieur, parce que je voulais commencer par une attaque d'ours pour signifier que le livre allait être sauvage, mais que la nature et l'ours notamment qui est sauvage est bien moins sauvage que l'humain. Donc dans ce chalet, la nature sauvage de l'humain va apparaître comme plus sauvage que tout ce qu'il y a autour, etc. Voilà, ça c'est les enjeux de départ, de base de mon roman.
D'accord, très bien. Alors votre livre, lui, il se lit d'une traite. Ça, vous y avez pensé de se dire, moi, je veux quelque chose qui soit hyper rythmé, que les gens lisent d'une traite. Vous êtes dit, vous-même, vous l'avez écrit d'une traite? Non, ça c'est depuis que j'écris, vous savez, ça fait 40 ans que j'écris, un peu plus de 40 ans, quel âge j'ai 70, ça fait 50 ans que j'écris, d'accord? Donc, si, par exemple, des jeunes viennent me voir et me disent « Ah, monsieur Rousseau, c'est quoi le secret ?» Je dis « C'est 4 heures par jour, le cul sur ta chaise, à écrire n'importe quoi, à n'importe qui, pour n'importe quand. » Mais il n'y a pas de secret, c'est ça. C'est 100% de transpiration et 1% d'inspiration. Donc, ce qu'on appelle mon style, ce qu'on appelle le style page turner, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. C'est moi-même qui ne respire pas quand j'écris. C'est-à-dire, c'est pas voulu, c'est mon travail d'écriture depuis 50 ans. C'est-à-dire une espèce de 0% de matière grasse. C'est-à-dire vraiment... alors, comme le livre est écrit à la première personne, vous l'aurez remarqué, donc ça peut pas être ce qu'on appelle le roman behavioriste, c'est-à-dire le roman de description à la Donald Westlake. Donc il y a le côté introspectif à la première personne. Donc ça mélange le behavioriste et l'introspectif. Donc je vais chercher en moi, je vais puiser en moi mes pulsions mauvaises, j'en ai comme tout le monde, et je les purifie à l'intérieur de mon écriture, d'accord? Et donc c'est obligatoirement quelque chose qui... J'écris 5 pages par jour, jamais plus, jamais moins. J'écris pendant 2h30, 3 heures, et je peux plus rien faire de la journée après. C'est-à-dire je donne tout, et ça donne le page turner, c'est-à-dire on s'ennuie pas. Je veux pas que mon lecteur s'ennuie. Moi-même, quand j'écris, je suis passionné par je suis habité par mes personnages. Je vis avec pendant 6 semaines. Je vis avec depuis 5 ans. C'est-à-dire je les prépare, mais quand j'écris, je vis avec. C'est-à-dire ils sont chez moi, ils interviennent, ils veulent changer la direction du livre. Je suis obligé de me battre avec eux. J'en rêve la nuit. Voilà, je suis 6 semaines avec eux en permanence. Et donc ça donne quelque chose, j'espère, de très vivant. Parce que je le vis pleinement et intensément. Alors justement, oui, vous disiez que c'était écrit à la première personne. Donc le personnage principal, c'est Dan, c'est dans sa tête à lui qu'on est. Il a quand même une logique bien à lui, une façon de penser bien à lui. Comment ça vous est venu, toute cette caractérisation et... Alors voilà, moi, pendant ces 50 ans, pour moi, comme je vous disais, c'est 4 heures le cul sur sa chaise à écrire tous les jours. Sinon, pour moi, on n'est pas un romancier, on n'est pas un écrivain. Et c'est aussi 4 heures de lecture par jour. Donc j'ai lu de tout, surtout la psychologie. J'ai lu toute l'œuvre de Carl Gustav Jung, d'ailleurs. Et donc je connais... je ne l'ai pas lu par amour de la psychologie. Je l'ai lu pour pas arnaquer mes lecteurs. Quand j'ai un personnage, je veux que sa psychologie elle corresponde à ce qu'il est. Et que toutes ses réactions, même si elles apparaissent aberrantes et maladives, ou folles, ou démentes, comme là, il devient fou le mec, hein, on peut le dire, hein, c'est psychologique. C'est-à-dire que donc j'ai posé un personnage, c'est un roman noir, donc il fallait qu'il y ait un enjeu. Donc l'enjeu, au départ, l'enjeu c'est la montre, c'est aussi ne pas perdre leur travail à tous les deux. Mais ensuite arrive la femme flic. Et cette femme flic, c'est un canon. Donc je fais référence aux femmes fatales des romans noirs. Mais, alors, je l'ai transformée, j'ai fait une femme flic fatale. Ce qu'on n'a jamais vu dans aucun roman, ni dans aucune série. Parce que j'en ai marre des séries, Bonsoir la police vous parle, où les femmes flics, c'est des espèces de nanas complètement lisses, qui ont une famille et tout ça. Non, 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 non. Donc j'ai fait une femme flic complètement barjot aussi. Obsédé sexuel un peu. Voilà, donc j'ai détourné la femme flic et la femme fatale en même temps, en faisant d'une femme flic une femme fatale. Voilà, donc ça, ce sont des personnages avec leur psychologie. Donc on est obligé d'aller chercher en soi la féminité. On a tout, hein, nous. Hein. Donc voilà, c'est des travails, vraiment, c'est par respect à mes lecteurs. C'est-à-dire je me sens obligé de ne pas arnaquer mon lecteur par des espèces de pseudo-connaissances ou des choses comme ça. En psychologie, j'ai une connaissance vraiment, tout le monde me le dit, mais tu aurais pu être psychologue ou voilà. Parce que je ne veux pas être psychologue. Mais par rapport à mes lecteurs, je me suis toujours senti obligé de faire, par exemple, je suis de l'école de Simenon. Tous mes personnages, moi, avant, pendant 5 ans, je construis leur biographie
et aussi toute leur vie antérieure, leur famille, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça. Je fais des fiches, c'est Simonon qui m'a appris ça. Je fais des fiches comme ça. Ça intervient ou pas pendant l'écriture, mais si j'en ai besoin, hop, je le sais. Il dit, ah ben oui, mais son grand-père, il était comme ça, donc c'est normal qu'il soit fou. Et sa grand-mère, elle était complètement là, ou alors, etc., etc. Donc je connais mes personnages jusqu'à 3 ou 4 générations derrière. Sinon, je ne peux pas me mettre à écrire sur un personnage. Donc c'est pour ça que sa psychologie à lui, elle est hyper logique. Son dérive, sa folie, par rapport à son pote d'ailleurs, peut-être qu'il y a une homosexualité rentrée, on ne sait pas. Par rapport à la femme flic aussi, puis par rapport à son désir d'enfant. Vous savez qu'il a le désir d'enfant à un moment. Ça lui vient comme une folie, parce que c'est un enfant abandonné. Donc ça, je le savais, je l'avais écrit. Il a été laissé dans une poubelle d'un hôpital. Donc, et là, tout d'un coup, il découvre que peut-être les deux, là, ils vont faire un gosse. Et donc, il va devenir grand-père. Et donc, ça le met en route psychologiquement vers sa dérive sur la fin, où il va la tuer. Bon, j'aurais pas dû le dire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Hein, j'espère que j'ai un peu raconté un peu le tout. Oui, vous avez raconté. On sent aussi ce souci du détail parce que vous parlez des origines. Votre personnage Dan lui-même s'intéresse aux origines et pas que de les siennes, aussi de son copain John. Dans le souci du détail, il y a aussi cet amour de Dan pour toute la série noire et ça, on en a un petit peu parlé au début. Vous savez même du coup ce que Dan a lu quand vous faites votre fiche personnage? Bien sûr, bah, moi j'ai lu toute la série noire, donc je me suis permis de lui mettre sur le dos, et effectivement, alors, non, ce qui est symbolique quelque part, je ne l'ai pas fait exprès, mais bon, je travaille beaucoup sur la symbolique, hein, au fond c'est dissimulé dans mes romans. Hein. Par exemple, là, moi je fais exprès d'écrire mal, par exemple, vous voyez, je fais vraiment exprès d'écrire mal, parce que, comme disait Tolstoï, la poésie doit être un peu bête. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Tolstoï? Alors, écrire mal, juste si vous pouvez préciser pour les spectateurs et puis pour les gens qui n'ont pas lu le livre, qu'est-ce que vous appelez écrire mal? Voilà, la poésie doit être un peu bête. Pourquoi? C'est Tolstoï, hein, c'est pas moi qui aurais pu sortir une phrase aussi belle. Ça veut dire que l'auteur ne doit pas passer pour un intellectuel et rien doit être intellectualisé dans ses personnages et dans son histoire et dans son écriture. Parce qu'à travers l'écriture, si l'écriture est sophistiquée, le livre est sophistiqué, le roman devient sophistiqué. Donc moi, je m'efforce d'écrire pas sophistiqué, c'est-à-dire des phrases un peu bébêtes, un peu bêtes. Le personnage, il parle pas forcément, vous voyez, sauf si c'était un génie de ceci ou cela, que je ferais un livre dessus, je le ferais parler à son niveau. Mais je préfère toujours que tout soit en dessous, descendre tous les curseurs pour avoir une écriture grise, vous voyez. Je suis de l'école de Simonon. Simonon disait une chose très juste. Il disait, si vous voulez dire qu'il pleut, écrivez « il pleut ». Voilà, hein. Ça c'est Tolstoï aussi. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas commencer à dire oui, il pleut comme Pierre qui pisse ou je ne sais pas quoi, quelle connerie. Hein. Non, il pleut. Voilà. Donc, cette sécheresse, 0% de matière grasse, vous permet d'avoir une écriture un peu pas sophistiquée du tout. Par exemple, quand on me dit « oh, qu'est-ce que c'est bien écrit !» Voilà, ça me fait honte. Je dis « mais non, qu'est-ce que vous racontez là ?» C'est mal écrit exprès. Alors les gens ne comprennent pas. Alors ils disent « oh oui, il est un peu banal le livre de nain. » Ben oui, mais c'est fait exprès. Ah ben alors une dernière question puisque le temps avance. Il y a quand même un côté satirique dans votre roman. Il y a un côté social. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cette partie-là? Écoutez, aujourd'hui, je pense que, vous savez, l'influence du cinéma sur la littérature et inverse est profonde depuis longtemps. Et je pense qu'on ne peut pas échapper à l'humour noir des frères Cohen, par exemple, d'accord? Donc, je la revendique. Je revendique aussi l'humour noir à certains dessinateurs tels que Topor. Hein. L'humour noir, c'est la tragédie sans le pathos. Donc, moi, j'espère qu'il n'y a pas de pathos dans mon livre, à part ces histoires qui veut un enfant qui est un peu pathétique quelque part, mais quand même traité à ma façon, de façon humoristique, j'espère, avec un humour noir, pas un humour débile à la Danny Boone, non, un véritable humour noir à la Topor, ou dans les films des frères Cohen. Les scénarios des frères Cohen, pour ça, sont extraordinaires. Cette espèce de réalisme désinhibé.
Voilà, on appelle ça humour noir, mais en fait c'est du réalisme désinhibé, parce que si vous regardez la réalité d'un certain axe, elle est dans un humour noir terrifiant. Voilà, hein. Par exemple, mon attaché de presse tout à l'heure me disait, sa copine s'est lavé les mains avec le gel hydroalcoolique, elle a allumé sa cigarette et les mains se sont enflammées. Voilà, pour moi ça c'est de l'humour noir, alors que c'est du réalisme désinhibé. Voilà, on l'a jamais vu, jamais personne a montré en disant, regardez ce qui se passe avec le gel alcoolique et un briquet. Donc, c'est un peu la frère Cohen, quoi. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Merci à Nana Rousseau pour cette discussion autour Au Rousseau, pardon. Excusez-moi. Donc, au Rousseau. Pour ce livre Grizzly, donc je rappelle le titre du livre, et là je l'ai pas, voilà. Grizzly, qui est paru aux éditions Bucher-Chastel, qui est actuellement en librairie. On n'a pas eu énormément de temps, mais j'espère en tout cas que ça a donné envie aux lecteurs de s'y plonger. À vous ici, à Quai du Polar, derrière votre écran, n'hésitez pas à commenter, liker, etc. Merci d'avoir écouté cette interview. On se retrouve sur la page Facebook de Bipolar, sur les réseaux sociaux de Bucher-Chastel également, et pour d'autres vidéos tout au long de la journée. Merci beaucoup.